Merci. C'est moi qui suis ravie d'être ici pour vous parler de un de mes sujets de recherche, parce que je travaille sur le traitement de données issues de capteurs non conventionnels. Ça veut dire qu'en général, je travaille sur des choses qui ne viennent pas tout à fait de caméras classiques. Et souvent pour le patrimoine culturel, pour l'étude du patrimoine culturel ou pour la santé publique. Et donc, un de ces sujets est donc la reconnaissance de dictères hématophages. Et donc, ma question est, qu'est-ce donc un dictère hématophage? Le dictère signifie deux ailes. Donc, les dictères sont des insectes avec une seule paire d'ailes. Par exemple, les moustiques, les taons, mais pas les abeilles qui, elles, ont deux têtes. On estime qu'environ 15% de toutes les espèces animales de la planète sont des dictères. Les macrophages sont des suceurs de sang, rongeurs de sang. Les dictères hématophages sont donc les insectes avec une seule paire d'ailes qui sucent le sang. Et le problème pour nous humains, c'est que à sucer le sang des humains, des bétails, ils vont transmettre des maladies, des parasites, des virus, des bactéries. Alors, différentes espèces de dictères hématophages transmettent différentes maladies. Si on pense aux moustiques, les moustiques Aedes peuvent transmettre la dengue, la fièvre de jaune, le chikungunya. Vous avez mis là deux espèces de moustiques, dont le tristement connu moustique tigre, Aedes albopictus, et puis son cousin, Aedes aegypti, qui ressemble au Comax. On a ici des ananophèles. Les ananophèles, eux, sont les principaux vecteurs du paludisme. Et les culex, qui sont les moustiques communs, petits, et eux peuvent transmettre le virus du Nil occidental. Alors, je vous ai parlé des moustiques, mais il y a aussi des mouches. Les mouches tsetse, les glossines, qui transmettent la maladie de sommeil, les os, les bétail. Et ce qui est important de retenir quand même, c'est que des espèces de dictères différents vont transmettre des maladies différentes. Donc vraiment, les couples comme ça, mâle et fille, vecteurs. Et donc, c'est important de connaître les espèces de dictères locales pour pouvoir engager des actions de prévention qui soient ciblées et adaptées. L'autre chose importante, c'est de savoir que les différentes régions du monde abritent différentes espèces de dictères. Alors, si on prend à nouveau notre ami le moustique, alors, vous avez ici une carte de répartition des aires du moustique tigre. En bleu, les régions d'Asie du Sud-Est vont être originaires du moustique tigre. Et en vert, les régions qui colonisent depuis les années 70. Les dictères voyagent au gré de nos échanges commerciaux. Face à la mondialisation faite, on va transporter en passager clandestin des dictères, et une fois arrivés dans un nouveau pays, un peu par hasard, en fonction des conditions climatiques, ils vont se plaire plus ou moins. Et le dérèglement climatique fait que les zones où les dictères se plaisent sont en train de changer. Pour le cas vraiment spécifique des moustiques, cette grande étendue de son aire de répartition est aussi due à cette très grande capacité d'adaptation. Et il a pris son essor avec le commerce des pneus. Et c'est bien plus dans les petites nappes d'eau qui se trouvent dans les pneus. En France, il a été détecté pour la première fois en 2004 dans les Alpes-Maritimes.
Et voilà, les données de Santé publique France s'arrêtent en 2022, mais on voit désormais que le moustique tigre est chez lui en France, à peu près sur tout le territoire. Cela conduit à des cas de transmission endémique de maladies telles que la dengue ou le chikungunya en France. Il y a eu 83 cas de transmission locale de dengue en France en 2024 et un cas de chikungunya. Alors, tout ceci est évidemment assez effrayant, mais la situation reste quand même plutôt sous contrôle au prix de gros moyens humains et financiers. Suivre maintenant ces cas isolés pour contenir ces transmissions. Les investigations épidémiologiques qui ont été faites suite au cas de dengue et de chikungunya en France métropolitaine ont permis de calculer que la zone de transmission au sein d'un même foyer n'a pas excédé 400 km. En fait, les diptères, sauf pour une traîne d'avion ou de bateau, dans la vie, ils font une grande version de 1 ou 2 km en fonction des espèces, mais plutôt quelques centaines de mètres. Là, ce qui perd, on a un petit peu d'espoir de contenir, c'est-à-dire que quand on a des transmissions qui sont reconnues, les cas de maladie, en fait, se joue au niveau vraiment d'un quartier. Si on a des actions qui sont hyper locales, hyper ciblées, peut contenir comme c'est encore nouveau en France. Je voudrais en profiter de parler d'une autre espèce de moustique qui est moins connue du grand public, mais qui cause beaucoup d'inquiétudes au niveau mondial à cause de sa capacité à transmettre le paludisme dans des zones où il avait été éradiqué. Donc je me présente, il y a une femelle en plein repas sanguin. Donc ici, on a Anopheles stephensi est originaire des régions qui couvrent le Proche-Orient, Pakistan, l'Inde. Et depuis les débuts des années 2010, il s'implante en Afrique, une dizaine d'années. Donc ça, c'est une carte qui vient de l'OMS et qui montre la propagation en Afrique. Donc il commençait par Djibouti, puis en 2016 en Éthiopie au Soudan, en 2019 en Somalie, 2020 au Nigeria et puis 2022 au Kenya. La particularité de stephensi, c'est qu'il résiste énormément aux insecticides, il s'adapte très vite, il résiste aux fortes chaleurs et il se développe même pendant les saisons sèches. Il gagne donc des régions arides qui ne connaissaient pas le paludisme. Donc à ce sujet-là, je vous conseille vraiment le court documentaire de l'Arctique qui est sur le feuillet. Il dure un quart d'heure et c'est vraiment saisissant sur les dégâts. Et puis on se fait un peu, disons. En les diptères, il y a de nombreuses espèces. Leurs aires de répartition sont en train de changer. Et on ne va pas traiter la terre entière contre toutes les espèces de diptères. Déjà, ça n'a pas vraiment de sens. Les diptères ont aussi, leur rôle à jouer dans les écosystèmes. Le fait qu'ils transmettent des maladies est aussi une façon de réguler les prédateurs apex et prédateurs haut de la chaîne alimentaire, c'est de réguler ces populations. Ils participent aussi un petit peu à la pollinisation, comme un parfum d'une espèce. Et donc, ce qu'on voudrait quand même, c'est pouvoir mettre en place des actions géographiquement ciblées pour des espèces prédéfinies. Par exemple, où on a les transmissions de maladies. Donc, l'OMS, pour lutter contre Anopheles stephensi, propose une approche qui est basée sur 5 axes. Donc, il faut accroître la collaboration, renforcer la surveillance, améliorer l'échange d'informations, élaborer des orientations et donner la priorité à la recherche. Donc nous, on se place vraiment en plein là, voilà, dans renforcer la surveillance. Et pour nous, renforcer la surveillance, ça passe par l'identification des espèces présentes
sur un territoire. Actuellement, l'identification des critères, à travers critères, on a 3 méthodes qui peuvent être utilisées. La première, c'est de s'appuyer sur des entomologistes, qui sont entomologistes en spécialité d'insectes, et ils sont spécialistes en général d'un genre de dictère ou d'insectes. Et donc, ils ont la reconnaissance qui est basée sur les caractéristiques morphologiques, la forme des ailes, les nervures des ailes, le nombre de poils sur les pattes. Voilà, des choses vraiment très précises. La difficulté de s'appuyer sur les entomologistes pour pas la reconnaissance, c'est que ce sont des experts. Puisque ce sont des experts, leur temps est précieux. Et en plus, les entomologistes sont une population qui part à la retraite plus rapidement qu'il y a de nouvelles personnes qui sont fortes. Donc on a de moins en moins d'entomologistes et qui sont capables de faire l'identification. Donc évidemment, on ne s'appuie pas uniquement sur eux pour l'identification. Et une deuxième méthode qui est énormément utilisée, c'est de se baser sur la spectroscopie de masse, de faire des analyses chimiques. Et à partir de ces composés chimiques, c'est à quelle espèce il appartient. Il y a des limites aussi à cette méthode, qui est celle que c'est la chimie coûteuse, des cornets, mais c'est quand même ce qui est le plus robutique pour l'identification. Et enfin, on peut aussi se baser sur des analyses ADN. Mais là encore, pour reconnaître l'espèce grâce à son ADN, il faut avoir un ADN de référence et dire que c'est le même. Et on n'a pas des ADN de référence pour toutes les espèces unitaires. Donc on voit qu'on peut encore progresser sur l'identification. Ici, je vous ai mis des photos des bureaux du Vector and Biology Control Division à l'île Maurice. Donc, c'est l'équivalent de leur agence de santé vision. Donc, l'île Maurice est un des pays d'Afrique dont l'économie est considérée comme les plus performantes. Et pourtant, d'eux-mêmes n'ont pas les moyens de faire des analyses sur leur territoire. À Maurice, les spécimens de critères qu'ils capturent sont envoyés au Center for Disease Control, donc à Atlanta, aux États-Unis. Et ça prend plusieurs mois. On voit bien que si la réponse est « Ah, en effet, vous avez du Anopheles stephensi sur votre territoire », on a perdu du temps précieux pour mettre en place des actions. Et l'île Maurice étant une île, ils feront très très attention aux espèces invasives des carrés, dont ils ont en fait peu d'espèces réellement endémiques, mais ils font attention aux espèces nouvellement invasives et ils n'ont pas plus envie d'avoir de remonter ici sur leur territoire. À travers cet exemple, on voit que les pays qui ont le plus besoin de méthodes de reconnaissance qui sont les plus vulnérables face à ces menaces sont aussi ceux qui sont le plus démunis en ressources. Donc on aurait besoin d'une méthode d'identification des critères qui sera là rapide, fiable et utilisable sur le terrain. Alors il y a des applications qui vont dans cette direction. Ça existe déjà dans le système aux yeux, voilà. Donc, collègues du CCXTAB en Espagne ont développé une application qui s'appelle Mosquito Alert. Donc, on a une application, on peut prendre en photo c'est assez courant uniquement. Et après, à travers de l'intelligence artificielle et des experts, on a une reconnaissance de l'espèce. Alors, cette application est énormément utilisée en Espagne et en Italie du Sud, un petit peu aussi dans le sud de la France. Là, je vous ai mis la carte au mois de janvier, c'est moins utilisé qu'il y a français. Et je vous ai mis un exemple de prise à Montpellier.
qui montre un peu les limites de ce type d'application, c'est-à-dire là on a une photo, on a une application et l'expert dit on ne peut pas être complètement sûr que ce soit un QLEC, ça y ressemble, mais on ne voit pas ça bien. En effet, les projets de sciences citoyennes, souvent les photos sont de moins bonne qualité, ne sont pas trop en qualité, de la qualité que celles qui sont prises en laboratoire. Mais c'est bien normal. Et c'est difficile de reconnaître les spécificités des espèces quand l'explique est basé. Bon, là, c'est encore pas le petit raison que pas pose en photo sur la nappe, encore voilà, on n'arrive pas très bien à me voir de quoi il s'agit. Donc, nous, on s'intéresse uniquement à l'aile du ducteur. L'aile est tout ce qui est assez caractéristique. Et donc, si cette aile, on la place sur un fond noir et qu'on a des conditions d'illumination un peu particulières, on voit apparaître des patterns d'irisation. Donc, on a ici des alternances de couleurs qui sont un peu comme une dèche fluide sur du liquide. Et ce qui est très intéressant, c'est que ces alternances de couleurs sont différentes. Bon, là, je vous ai lu différentes familles de lictères, mais sont même différentes pour différentes espèces de lictères. Elles sont caractéristiques indépendamment de la forme de l'aile. Les suites de couleurs peuvent nous indiquer à quelle espèce appartient le spécimen. Toutes les images là ont été prises par Denis Cerello de l'IRD Collier avec lequel j'ai travaillé. On travaille dessus depuis 2017 et l'idée d'avoir beaucoup d'images, c'est de pouvoir utiliser des méthodes basées sur l'intelligence artificielle pour faire de la reconnaissance. Donc là, c'est pas grave qu'on puisse pas lire. L'idée, c'est de montrer pour différentes espèces, on n'a pas le même nombre d'images. Il y en a certaines qu'on trouve facilement, d'autres qui sont plus rares. Là encore, j'avais montré les concepts pour lesquels on avait plus de 10 images par espèce en 2017. Et par contre, il y a d'autres espèces qui sont d'intérêt médical. Justement, l'Anopheles stephensii, il n'est pas là-dedans parce qu'on en vend 10. Alors, en plus de prendre des milliers d'images, notre collègue a rempli un immense tableau Excel où, pour chaque image, on a une ligne, et une ligne qui donne une taxonomie complète, c'est-à-dire quelle famille on est, quel genre, quelle espèce, le nom commun d'espèce, et puis après, on a un bout de données qu'on appelle des métadonnées, des données peu en plus, qu'on pourra utiliser par la suite si on veut. Et donc, avec toutes ces données, nous, pour l'instant, ce qui nous intéresse vraiment, c'est le nom commun d'espèce. On veut, à partir des images, savoir à quelle espèce. Et donc, si on a beaucoup d'images, voilà ce que je disais, c'est parce qu'on veut utiliser des méthodes d'intelligence artificielle. On rappelle l'apprentissage POCA. Donc ça, c'est mon unique slide sur l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est un peu tout ce qu'on essaie de faire que les machines réfléchissent probablement. Alors, dans cette grande catégorie d'intelligence artificielle, il y a aussi des choses qui sont beaucoup plus basiques. Nous, ce qu'on fait, c'est de l'apprentissage machine, c'est-à-dire qu'on veut que la machine apprenne, on veut qu'elle apprenne à reconnaître les images. Et on parle d'apprentissage profond quand non seulement on veut que la machine apprenne à reconnaître les images et un peu, voilà, si je regarde ici et en regardant par exemple les contours, en regardant les alternances de couleurs, on lui dit en fait, tu vas prendre ce qu'ils vont regarder. On va te donner les images, on va te dire lesquelles, à quoi elles correspondent.
Et tu vas chercher les ressemblances pour que quand on t'en donne une autre, tu puisses toute seule nous dire à quoi ça correspond. Alors, là, toute seule, c'est un peu... vous faites de la magie noire, là. Mais en fait, on lui propose des réseaux qu'on vous connaît et il y a des choses qui se font un peu... qui sont déjà très, très cadrées pour que ça se passe tout seul. Mais l'idée, c'est que ces méthodes d'apprentissage profond, elles fonctionnent très bien. Et leur défaut, c'est qu'elles ont besoin de beaucoup de données. C'est pour ça qu'on a des milliers d'images. Mais en fait, d'avoir juste 10 images par espèce, ce ne vaut pas suffisant. Néanmoins, ça fonctionne déjà assez bien, je vais vous montrer. Et la manière dont on les teste, ces images, c'est qu'en plus, on ne les donne pas toutes à la machine, on en garde un petit peu de côté pour pouvoir justement faire des tests et voir si elle se coupe pas. Donc, on a les images qui restent. Alors, là, on a les 58 espèces que je vous ai montrées avant. Une par colonne, une par île. Et ce qu'on veut, c'est que quand on lui présente l'espèce 1, il dise bien à 100% des fois que c'est l'espèce 1. Et pas qu'il fasse comme il a fait là sur l'espèce 1, de nous dire 80% des fois c'est l'espèce 1, et mettons 20% des fois c'est l'espèce 23. Donc, quand ça fonctionne, on est content. Plus la DV elle est rouge, plus on est content. Alors là, la DV elle est pas mal rouge, mais elle n'est pas rouge partout. Et quand on regarde les données, on voit que là où c'est pas rouge, c'est parce qu'on n'avait pas beaucoup d'images. En fait, il faut beaucoup d'images pour que ça fonctionne. Donc, c'est ce qu'on a fait. On s'est dit, quand il y a ces images, ça fonctionne bien. Donc, on doit prendre plus d'images. Et donc là, ça, c'est des images qu'on avait en 2017. On en avait 3000 et quelques. Donc, au début 2018, Denis Sereno a pris, presque 1000 images, 800 images de glossine. Et puis après, il a fait une overdose de glossine. Et donc, en deuxième moitié de 2018, il a pris 1000 images de psychodélae qui, elles, sont des espèces de petits moucherons, des petites mouches qui peuvent transmettre des parasites tels la leishmania et les Pasteurella. Et donc, on a fait la même chose. Et donc, on a à nouveau, c'était une sorte de matrice de confiance. On s'est complètement intuitif, on est content pour ce blues. Et là, on voit une pensée orange, en fait, c'est toujours parce qu'on n'a pas assez d'images. Et on a à peu près la même chose sur l'effet d'automne. Donc voilà, là, on avait quelque chose où, pour plus qu'on ait assez d'images, on aurait à reconnaître à partir des ailes. Mais pour que ce soit... On avait coché la case fiable. Mais pas dans la reconnaissance. Et pour cocher la case rapide et utilisable sur le terrain, on n'y était pas encore. Donc, ce qu'on a fait, c'est que ces algorithmes qui sont certes profonds, on voulait quand même qu'ils soient légers pour pouvoir émettre sur un téléphone portable pour qu'à partir d'une photo, le téléphone portable puisse reconnaître et dire à quelle espèce l'aile appartient. Donc, on a développé une application qui a deux modes, un mode citoyen et un mode expert. Et dans le mode expert, il donne la reconnaissance. Et puis après, deuxième écran d'écran. Au cas où, dans le premier, là, il est sur 99%, mais si dans le premier, il y a, je pense que 50% ça peut être ça, 50% ça peut être ça. Et cette application aussi permet de mettre à jour une carte de présence des vitesses. Ce qui était important pour nous, c'était de voir que pour l'utiliser, on n'a pas besoin que le téléphone se connecte à Internet. On n'a pas besoin d'envoyer la photo sur un serveur distant, ou ça veut dire qu'il peut fonctionner en local sur le terrain, même dans des endroits reculés où la couverture au réseau est estivée. Donc là, on avait coché encore une case qui est quasiment utilisable sur le terrain, mais en fait non, parce que c'est pas téléphone. Donc il a fallu qu'on se pose la question de comment faire pour prendre plus facilement des photos. Là, tous les éléments que je vous ai montrés jusqu'à présent ont été pris, donc vous l'avez dit par Denis Sereno. Il les a prises avec un microscope de paillasse assez courant, transporte pas,
qui coûte plusieurs dizaines de milliers d'euros. On n'est pas encore tout à fait sur quelque chose de transportable et qui tape par tout ça. Voilà, le système d'acquisition des images est encore un peu haut. Alors, ce que vous disiez avec notre rêve, c'était de le prendre avec un téléphone portable, mais si. On s'est dit, là, pour on l'observe, alors je vais en grand parce que donc on en profite, mais en réalité, voilà, c'est des ailes de mouche, les glossines, c'est les plus grandes, elles font dans 1 centimètre, on est des craquants. Les plus petites, les phlébothomes, elles font 1 millimètre. Donc, on utilise un microscope, mais en réalité, c'est plutôt de la macrophotographie. On n'a pas tout à fait besoin d'un microscope qui soit capable de voir à un niveau cellulaire. Et les téléphones portables, tous les ans, les nouvelles gammes ont des capacités optiques de meilleures. Donc on s'est dit peut-être que bientôt, dans le futur, on pourra prendre des photos avec un téléphone portable. On a donc acheté un téléphone haut de gamme et on a fait des tests. Alors, voilà ce que ça donne. Ici, on arrive à peu près à l'équilibre. C'est pas aussi marqué que sur les images obtenues sur le microscope, mais ça existe à peu près. Par contre, on est sur les petites ailes. On a un problème qui est que la distance minimale de mise au point n'est pas la bonne. C'est-à-dire que le téléphone, quand je suis assez proche pour qu'on aile soit grande, c'est fini. Donc, pour l'instant, le smartphone ne fonctionne pas encore. Si ça ne marche pas avec un smartphone, se dit on peut essayer avec un microscope portable. Au début, on a acheté un microscope portable dans Focal, 20 € sur Amazon. Je ne vous montre même pas des images qu'on a prises avec parce que c'était... mais pas tant sur la qualité des images. Pareil que sur le téléphone, on commence à apercevoir des choses. Mais c'était compliqué parce que... alors, on a reçu plusieurs, mais c'était de la qualité... c'est de la mauvaise qualité, c'est-à-dire le capteur, de temps en temps, il tombait, sur certains. Quand on vissait là, on n'arrivait pas tout à fait à positionner comme on veut. On n'arrivait pas plus sur la mécanique du microscope. Mais on s'est dit que ça valait quand même le coup d'investir dans un microscope portable professionnel qui coûte quelques centaines d'euros. Et là, voilà, c'est un microscope portable, alors que transportable, donc ça ne rentre pas dans la poche. C'est pas avec ce copier et les vis. Mais par contre, là, on a envie de très très bien à positionner, avoir des distances de mise au point et la boîte d'images qui sont quand même plutôt satisfaisantes. Là, on voit bien. Et là aussi, là, c'est des petites ailes qu'on a. Les couleurs sont présentes. Alors, on commence à saturé que vers le monde, mais on est plutôt content. Donc finalement, qu'est-ce qu'on a? On a les images de WIP qu'on a grâce auxquelles on a développé des algorithmes de reconnaissance de l'hypermatophage. Ces algorithmes de reconnaissance, on les a mis sur un téléphone portable. Et on a un microscope portable qui est pareil de prendre des données. Alors, ce qu'on n'a pas encore, c'est ça. La flèche qui colle le lien entre le microscope portable et le téléphone portable, mais c'est quelque chose qui techniquement se fait. C'est là un peu à venir sur lequel on n'a pas trop d'aptitude. Par contre, là où on a vraiment du travail de recherche, c'est que maintenant, les images prises avec le microscope portable, ils ne sont pas tout à fait les mêmes, pas tout à fait de la même qualité que celles qui étaient prises avec le microscope de Paléas. Et donc, il faut qu'on évalue à quel point nos algorithmes de reconnaissance fonctionnent encore. Et il faut qu'on
qu'on arrive à qu'on centre, qu'on les adapte et qu'on les mette à jour. Et pour qu'ils fonctionnent sur ces immeubles d'une qualité différente. Néanmoins, on a aussi une vision un peu plus large pour le futur, c'est-à-dire qu'on a commencé en se concentrant sur les diptères hématophages, qui sont un vecteur de maladie. Mais finalement, cette méthode, elle fonctionne pour tout type d'insectes ailés. Donc, ce qu'on voudrait faire au-delà des thérapies médicales, c'est utiliser cette méthode pour s'intéresser à la planification, la quantification de la biodiversité à travers les espèces d'insectes qui sont présentes dans un lieu donné. Parce que la richesse en insectes dans l'écosystème est un marqueur de la richesse de la biodiversité de ces écosystèmes. Donc ça, c'est vraiment le travail qu'on espère faire dans les années à venir avec procédés. Et enfin, je prends un tout petit moment pour préciser que je ne ferai pas seule. Je ferai énormément de gens et j'en ai mis peut-être nos collaborateurs les plus importants actuels pour tout ce qui a trait aux insectes. Merci.